Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast de celles et ceux qui pensent que le trail n'est pas la chose principale des choses secondaires dans la vie, mais bien la chose principale tout court. Je suis Alexandre Viol et je suis très heureux de vous retrouver après un épisode bien copieux sur les cotations en trail, un épisode où on a reçu plein de bons retours d'ailleurs, ça fait plaisir. Pour l'épisode du jour, qui de mieux pour m'accompagner qu'une belle troupe d'experts, à commencer par celui qui n'est autre que le doyen de l'équipe, qui détient pas moins de 10 sélections en équipe de France, dont 2 titres de vice-champion du monde de trail. Notre exemple à tous, Nicolas Martin, comment ça va? Salut à tous. Ça va pas trop mal, à part que j'ai enchaîné une chute sur les côtes, comme je vous avais dit l'autre jour, qui tarde à passer, plus un petit épisode grippal. C'est pas la grande forme, mais j'espère manger mon pain noir pour être en pleine forme en 2025. Tu seras accompagné par celui qui est à la tête d'un empire avec sa société Cap Prévention. Théo Robin, comment ça va? Ça va plutôt bien, malgré le fait que tu me fatigues un peu, mais ça, on va, on va, on va passer outre. Ce week-end, c'était testing et sortie trail dans la neige avec les copains, ça c'était cool. Et puis là, on est parti pour préparer 2025 à bloc avec pas mal de changements pro et perso. J'ai hâte de pouvoir en dire plus. Celui qui est originaire du plus beau département du monde, qui parle 4 langues, qui a un diplôme d'ingénieur, serait-il bon à marier? Presque, reste plus qu'à gagner des courses, et il le sera. Mathieu Delpeuch, comment ça va? Et ça va bien, merci Alex. Et pour rappel, je crois que la dernière course que j'ai gagnée, mais c'était dans ce plus beau département, dans le Cantal. Le seul département où tu arrives aussi parfois à gagner des courses. Et puis, mais par contre, sur cette course-là, si je me rappelle bien, tu étais même pas dans le top 10. Donc voilà, c'est mon plus beau souvenir de la saison, ce 4 fois 1800. Et à chaque jour que je repense à ça, ça me fait plaisir. Et puis enfin, ça fait longtemps qu'on lui court après pour qu'elle nous rejoigne dans l'aventure. On est très heureux de pouvoir enfin l'accueillir. Celle qui vient d'un petit village d'Alsace au nom imprononçable. Je vais tenter l'exercice. Qui s'appelle Bischofsheim, mais qui s'est surtout fait un nom dans le milieu de la photographie et de la vidéo depuis quelques années maintenant. Margot Lemap, comment ça va? Hello, hello. Bah écoute, ça va carrément bien. Je suis trop contente d'être là. Merci. Puis ce week-end, j'ai fait mes premières sorties à ski de la saison. C'était pas si dégueu que ça, donc ça va vraiment bien. Là, il fait beau à Thônes, donc ce week-end, il va faire beau aussi. Donc bref, tout va bien. On est ravis de t'accueillir, Margot. Et puis, je rappelle à tous les auditeurs que ils peuvent venir échanger avec nous sur le canal Instagram où on vous met les dernières news par rapport au podcast. Donc, c'est sur mon Instagram perso. Et puis, je vous invite aussi d'ores et déjà à noter le podcast sur vos plateformes d'écoute. C'est un bon moyen de nous soutenir. Alors, qu'est-ce qu'on vous réserve de beau aujourd'hui? On débutera l'épisode comme d'habitude par un petit débrief des dernières actus et résultats sur la planète trail avec notamment une très belle victoire française en Afrique du Sud. Et puis on s'attardera aussi sur le gros événement qui a lieu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche, la Saint-Élion. On enchaînera ensuite non pas avec une rubrique de Théo, mais avec une rubrique de notre nouvelle membre Margot qui nous présentera le fonctionnement de son métier de photographe vidéaste et aussi qui nous expliquera comment elle a réussi à s'imposer dans ce milieu en tant que femme dans un milieu où la parité est encore loin d'être présente. Et puis on terminera comme à l'accoutumée par notre petit instant expression libre où on vous donnera nos meilleurs échos et peut-être quelques petits coups de gueule. Un programme bien dense comme d'habitude, fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime épisode 10, c'est parti. Petit jingle Mathieu. Poudou poudou! La saison prochaine, on mettra des jingles. Allez, première actu, on va faire un petit retour sur Ultra Trail Cape Town, un des plus gros événements trail sur le continent africain. Et sur la course phare, à noter la grande victoire du Français Hugo Deck sur le 100 km avec presque 5000 minutes de dénivelé. Et puis on sait des passages très techniques en 10h31. Il devance le Portugais Miguel Arsenio qui fait une très belle saison de 14 minutes et puis avec 45 minutes d'avance sur l'américain Michelino Sun Series. À noter que Thibaut Garivier n'est que quatrième à plus d'une heure du go, donc il aura énormément souffert de la chaleur et surtout, comme l'a rappelé sur Facebook, son coach qui se développe sur ce réseau social uniquement, et c'était une prépa pas très aboutie suite notamment à de grosses douleurs aux côtes avant l'UTMB, et puis une entorse de cheville mi-octobre, donc il s'est quand même pas si mal défendu. Et puis par rapport à Hugo, ce qui lui a peut-être manqué, c'était une présence un petit peu tardive en Afrique du Sud pour être acclimaté à la chaleur. Hugo, il était là depuis 2 semaines avec Adidas. Et donc chez les femmes, c'est la Canadienne Jasmine Lawther qui remporte la course en 12h04 à la 7e place au scratch devant Antonina Lushina 9e. Et puis on a l'Allemande Eva Sperger qui termine 12e en 13h07. Ah, petite mention spéciale à Alexis Rosset, donc un speaker bien connu français
le plus grand speaker de sa génération, diront même certains. Il termine 6e de la course, donc c'est une belle surprise. L'an dernier, on l'avait vu traumatisé par le froid sur la Saint-Élion aux côtés d'Alexandre Viol. Cette fois, il a choisi le soleil pour la fin de saison. Et puis on a aussi Louis Serban qui a bien profité du regroupement avec son sponsor Adidas pour participer au format 55 km où elle a pris une belle deuxième place féminine et puis une 10e place au scratch. Donc c'est assez correct. Derrière Anna Tarasova et devant Olivia Duberne. Justement, Margot, on sait que tu es copine avec Louise. Est-ce que tu as suivi un petit peu sa course? Est-ce que tu as eu des retours de sa part sur globalement sur l'événement et puis sur sa course? Ouais, bah, j'ai bien suivi, on a toutes suivi ça de près. Bah, globalement, elle nous a bien dit que c'était monstre technique, qu'il y avait beaucoup de cailloux, et puis derrière, elle s'est pris une bonne gamelle autour du 20e. Ça l'a un peu sonné, elle a vu les étoiles, donc elle s'est pas sentie très bien tout de suite après. Surtout, elle a eu un peu peur dans les descentes. Donc, elle a eu un peu de regret de pas être allée chercher un peu plus devant, mais franchement, grosso modo, elle a le smile, elle en retire que du positif. Puis, il y avait toute l'expérience avec son équipe Terex, où il y a une super entente entre tout le monde. Donc, je pense qu'on va la retrouver avec le sourire jusqu'aux oreilles. Donc, ouais, trop contente pour elle, tellement mérité, surtout après l'année compliquée, le début d'année compliqué qu'elle a eu avec sa fracture de fatigue. Elle revient quand même sur une deuxième partie de saison avec une 13e place sur l'OCC, une OCC genre d'une densité folle. Elle a fait 3e à Nice aussi sur le format 50 et bah là sa 12e place sur le 55 de l'UTCT. Franchement, c'est un trop beau retour qu'elle nous fait là. Au top. Et puis un petit clin d'œil aussi à Bastien Pérez, qui est lui, pour certains, le plus grand ingénieur produit de sa génération et qui a terminé troisième du format 35 km. Et lui qui partage d'ailleurs sa vie avec une Sud-Africaine de renommée mondiale, Tony McCann, qui a notamment gagné la CCC cette année. Mathieu, un petit mot sur la densité sur cet événement? Ouais, globalement, si on devait faire une comparaison avec les grosses courses européennes, c'est quand même incomparable la densité sur cette course. Donc, il y a quelques très bons Européens, les tout meilleurs, qui vont faire le déplacement pour cocher éventuellement une dernière grosse course sur la fin de saison, mais il y a quand même pas de coureurs de bon niveau qui vont là-bas ou très peu comparé aux courses qu'on a l'habitude de suivre en Europe. Et puis une autre petite info aussi à noter, c'est que pour les coureurs et les coureuses qui finissaient le format 100 km et aussi le format 100 miles, puisqu'il y avait aussi un format 100 miles sur cet événement, eh ben, ils obtenaient une qualification pour la loterie de la Western State 2026, donc pour les finishers du 100 km, et pour la loterie de la Hard Rock 2025 et 2026 pour les finishers du 100 miles. Et on parle de loterie, puisque comme on vous l'avait expliqué notamment dans le tout premier épisode du podcast, pour pouvoir participer à la Hard Rock et à la Western, il faut passer par une loterie. Autre actu aussi, on a décidé de vous parler une nouvelle fois du skyrunning et on a décidé de vous faire un petit bilan global sur le circuit qui s'est terminé le 16 novembre en Espagne lors de la finale. Et on va tenter de prendre un petit peu de recul sur ce circuit dont on a beaucoup entendu parler cette année et qui a réuni une très belle densité de coureurs et de coureuses. À ce propos, vous l'avez sûrement vu les gars et les filles, mais Antonio Martinez, il a mis un petit post sur son compte Insta où il a remis un petit peu en cause le fonctionnement du circuit en précisant qu'il y avait trop de courses, que le circuit était trop long et qu'il y avait une finale qui avait un format aussi un poil long. Les Skyrunning qui ont d'ailleurs annoncé le calendrier 2025 avec 5 courses en plus. Donc, pas sûr qu'ils aient entendu le message d'Antonio avant de sortir le calendrier. Mathieu, toi qui as par le passé participé à quelques manches de skyrunning, quel bilan tu tires un petit peu de ce circuit cette année? Et puis, est-ce que tu le trouves encore attractif? Bah, sur ce circuit, on a vu quand même des belles batailles, mais globalement, pas une densité énorme à chaque fois, à part sur la finale où là, il y avait vraiment un gros niveau, mais c'est sûr qu'il y a une dilution quand même du niveau. Et c'est en fait ce qu'il y a derrière ce calendrier à rallonge, c'est une réalité économique. Et comme c'est un organisme privé qui gère ce circuit et que c'est pas fédéral, et ben comme toute entreprise, à un moment donné, il faut être rentable. Et les dépenses, elles sont liées un petit peu aux frais de gestion. Il y a aussi quelques employés, etc. Et puis aussi toute la création audiovisuelle. Et également, faut aussi, d'ailleurs, sur la création audiovisuelle, Margot, tu pourras peut-être nous glisser un petit mot de comment ça se passe, parce qu'il me semble que tu as déjà travaillé avec le skyrunning. Et puis, il y a aussi toute la gestion des élites et des primes qui a un coût et c'est indispensable pour garder l'attractivité et la visibilité de faire venir des élites. Et puis, de l'autre côté, puisque en fait, c'est un circuit qui s'adresse pas forcément à la masse de coureurs.
Et donc, c'est vraiment la visibilité qui a de l'intérêt et pas les gros pelotons et les rentrées grâce aux inscriptions. Et puis, en fait, les rentrées d'argent du circuit privé, elles se font avec les sponsoring. Et aussi, il y a une deuxième source de revenus qui est l'inscription des courses. Donc, pour qu'une course puisse figurer à ce calendrier, il faut qu'elle paye. Et donc, c'est pour ça que le circuit, en fait, il multiplie un petit peu les courses pour avoir plus de revenus. Et ça a un impact sur un peu sur les qualités de les courses, d'ouvrir de plus en plus. Il y a un petit peu moins de contrôle sur la qualité des organisations et ça s'est vu en fait notamment en Turquie où l'intégralité des premiers coureurs ils ont été envoyés sur un mauvais parcours par la police locale. Ensuite, il y a eu un nouveau départ avec une poignée de coureurs élites. Enfin, j'ai l'impression que c'était pas digne d'un circuit qui est censé être de classe mondiale. Et puis aussi, comme on l'a dit, ben, trop de courses, ça dilue forcément le niveau. Ça reste attractif pour les top coureurs parce que ils ont quand même des bonnes primes, ils sont quand même bien aidés. Si on doit le rappeler, ben, sur le classement général, il y avait 20 000, 12 000 et 5 000 pour les trois premiers hommes et les trois premières femmes. Donc, pour être classé, il faut quatre courses. Dans le calendrier, on en a plus de 20. Inévitablement, c'est dur de rassembler tout le monde. La question, c'est est-ce que le skyrunning devrait revoir son modèle économique pour que le circuit ait plus de sens sportivement, en s'inspirant un peu de ce que fait les Golden, c'est un gros challenge. Et puis une dernière petite info sur le skyrunning, on a vu l'apparition d'une nouvelle manche en France qui aura lieu le 6 septembre à Saint-Joire en Haute-Savoie, une manche qui fera 32 km et 2600 mètres de dénivelé positif et qui sera aussi support d'une manche U23 sur un format de 13 km et 1100 mètres de dénivelé, ce qui portera à 3 le nombre d'événements en France avec les Mathésins le 20 avril et le Lozère Trail le 8 juin et pas 4 justement puisque il y a une course qui a disparu du circuit, c'est la manche qui avait lieu dans les Alpes-Maritimes à l'occasion de l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour. Et apparemment, au niveau des infos qu'on aurait eu à ce niveau-là, c'est que, comme tu le disais, Mathieu, les organisations elles doivent payer un prix d'entrée pour faire partie du circuit. Et en fait, le prix était assez élevé a priori pour l'organisation des Alpes-Maritimes. On parle de dizaines de milliers d'euros, hein, donc c'est quand même des sommes qui sont assez importantes pour les organisations. Et l'organisateur, a priori, avait été déçu de la densité de coureurs qu'il y avait eu dans les Alpes-Maritimes. Donc, il a décidé de pas réitérer l'expérience avec le skyrunning. On a fait le tour sur le skyrunning. Théo, tu voulais peut-être donner ton avis par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de manches. Il y a quand même aussi des aspects santé à prendre en compte. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense qu'il faut. Enfin, il y a deux versions de voir les choses. Soit, enfin, en gros, la première date c'est en mars en Espagne, la dernière c'est en novembre. Soit il y a l'option de se dire, je joue que le circuit skyrunning et du coup, ce qui est pas mal, c'est que ça laisse un calendrier très flexible, de se poser sur plusieurs dates et du coup de d'avoir la place de mettre ses contraintes professionnelles et personnelles et du coup de d'avoir le choix sur les courses. Euh, Par contre, il y a aussi le problème de vouloir jouer un circuit skyrunning qui commence tôt, qui finit tard, de rajouter des courses by UTMB par-dessus, pourquoi pas une course, une classique, je sais pas moi, par exemple une Saint-Élion. Et là, du coup, ça fait des saisons qui sont vraiment à rallonge pour certains athlètes élites. Et là, du coup, c'est clairement le rôle d'un coach de d'aiguiller l'athlète pour savoir sur quelle course il doit s'aligner, quel circuit il joue exactement. Et en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez vous en tant que coureur élite, mais d'aller jouer trop de circuits différents, ça peut quand même être un petit peu dangereux d'un point de vue santé et de s'exposer à un surentraînement ou à des blessures. Bah, c'est sûr, ils sont arrivés comme Roberto De Laurenti, mais après, est-ce que dans la durée, c'est faisable sur plusieurs saisons? Nico? Bah, quand t'as cité le cas d'Antonio Martinez au début, je pense que l'un des problèmes aussi sur, voilà, il a quand même, il avait gagné l'année dernière. On le rappelle, le circuit cette année, il a fini seulement cinquième au général. Il y a aussi le fait que, bah, il a joué le circuit, skyrunning. Il a fait troisième, si je dis pas de bêtises, de l'OCC. Il a pris part au marathon d'Écosse. Donc en fait, à un moment donné aussi, au-delà des calendriers, des qui est proposé par les circuits, il y a aussi la priorisation par les athlètes des circuits. Quand on veut tout faire, au bout d'un moment, il y a aujourd'hui dans le trail, il y a tellement de possibilités que en fait, on est obligé de faire des choix. Je trouve qu'un des sports qui se rapproche un peu de notre sport, même s'il est quand même beaucoup moins traumatique, c'est le cyclisme. On voit personne faire les trois grands tours, par exemple, où c'est très rare. Bah là, c'est pareil. À un moment donné, il faut cibler les circuits et finalement, ouais, le skyrunning, il permet quand même aussi de jouer le circuit, même si tu as une blessure à une partie de la saison, contrairement à d'autres circuits où bah, si t'es blessé au mauvais moment, tu vas avoir du mal à avoir le nombre de manches suffisantes. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. Après, moi, je rejoins Mathieu sur la dilution.
du niveau. Et aujourd'hui, le problème de réduire le circuit, c'est de se trouver en frontal un peu avec les Golden, et ça, c'est quand même compliqué aujourd'hui, quoi. Donc, il y a du positif, il y a du négatif, c'est toujours dur de trancher. Je vous propose de terminer là-dessus et de passer aux événements à suivre, le marathon de Valence, où il y a une pépite à suivre qui se trouve parmi nous. Alexandre, comment t'as prévu de gérer ta course là-bas? L'avantage du marathon et de la course sur route, c'est qu'on regarde pas trop la place, on regarde plutôt le classement. Donc que je fasse centième ou 400e, ça, y a pas trop de, ça pose pas trop de soucis. Écoute, j'ai envie de prendre des risques sur ce marathon. Donc c'est une prépa un peu particulière puisque j'ai terminé sur un trail de 60 km à l'Intégrale d'Écosse au Templier il y a un mois et demi. Et en fait, je voulais voir ce que ça donnait de faire un marathon sans une énorme prépa spécifique juste après une saison de trail, parce qu'habituellement je les faisais plutôt au printemps et traditionnellement on va dire que les trailers ils essayent de faire de la course sur route un peu sur la partie fin de saison hivernale on va dire. Donc j'ai vraiment hâte de me rendre sur ce marathon. Il va faire beau, il va faire chaud, on va être bien et du coup pour vous parler un petit peu de ce marathon, j'aimerais revenir sur deux choses qui sont assez intéressantes. C'est notamment la densité de folie qu'il y a depuis quelques années sur ce marathon, et puis les primes qui vont être distribuées aussi, dont la prime annoncée d'1 million d'euros s'il y a record du monde. Alors c'est pas sûr que cette année il y ait un record du monde, puisque a priori tous les meilleurs seront pas là, mais en tout cas il y a une prime d'1 million, donc ça c'est plutôt intéressant. Et pour parler un petit peu de la densité, pour que tout le monde ait un petit peu conscience que c'est vraiment une densité qu'on retrouve nulle part ailleurs sur aucun marathon du monde. L'an dernier, on avait 24 athlètes qui ont terminé en moins de 2h10, 88 athlètes en moins de 2h20 et pas moins de 371 athlètes en moins de 2h30, 2h30 sur 21 000 finishers, ce qui en soi c'est beaucoup, mais ce qui n'est pas exceptionnel comparativement par exemple au marathon de Paris, où à titre d'exemple, la deuxième fois où j'ai fait le marathon de Paris, que j'ai couru en 2,29,30, je finis top 100 sur plus de 40 000 finishers. Donc c'est vous dire que la densité est juste totalement folle, sachant que Valence, c'est un des parcours les plus annoncés, les plus plats du monde aussi. Et puis, autre chose que je voulais aborder, c'est le système des primes, puisque outre la prime à 1 million s'il y a record du monde, le système de primes à Valence, il se base en fait sur deux choses, donc la place à l'arrivée, mais aussi sur le chrono. Par exemple, la prime pour la première place masculine et féminine, elle est fixée à 75 000 euros. Mais pour l'avoir, même si vous gagnez, chez les hommes, il va falloir courir moins de 2h04,30 et chez les femmes, moins de 2h20. Sinon, ça va être dégressif en fonction de votre chrono. Donc, si vous courez chez les hommes entre 2h04,30 et 2h06, vous aurez 50 000. Chez les femmes, entre 2h20 et 2h22, 50 000 aussi. Ou alors, 35 000 si vous gagnez, mais que vous courez au-delà de 2h06 chez les hommes et au-delà de 2h22 chez les femmes. Et c'est une chose qui se répercute sur les 12 premiers hommes et les 12 premières femmes, puisque donc les 12 premières places sont primées. Et comme dans le trail, du coup, on constate qu'il y a des disparités qui sont assez énormes au niveau des primes, puisque entre le premier et le 12e, il y a, voilà, comme j'ai dit, une différence énorme, puisque la 12e place, elle est primée à hauteur de 2 000 euros. Mais la petite subtilité, c'est que vous avez 2 000 euros si vous courez moins de 2h04,30 chez les hommes et 2h20 chez les femmes, et sinon ça descend jusqu'à 1 000 euros. Donc là aussi, on peut avoir une différence de prix qui est assez énorme, puisque le premier peut gagner 75 000 euros et le 12e, comme ça s'est passé l'an dernier, puisqu'il a couru plus de 2h06, qui n'a remporté que 1 000 euros. Et d'ailleurs, Nico, il me semble bien que t'as jamais fait de marathon. Comment tu l'expliques? Non, j'ai jamais fait de marathon parce que en fait, la préparation pour du marathon, ça m'intéresse pas de ouf, quoi. Les longues spé. Alors peut-être que je pourrais en faire un en faisant préparation un peu différente, mais en plus du fait que bah moi où j'habite, t'as quand même pas beaucoup de goudron. Chez moi, il y a pas plus d'un kilomètre de plat continu, tu vois. Donc bon, c'est quand même pas hyper fun pour préparer du marathon. Après, je pense que peut-être si tout va bien physiquement, j'en ferai peut-être un dans les prochains mois ou années parce que c'est sympa de voir ce qu'on vaut sur une course comme ça et puis de voir ce qu'on vit aussi sur une épreuve de ce type plus pour préparer des gens que pour voir quel est mon meilleur niveau. Mais juste par rapport aux primes, je pense qu'il y a quand même une forme de valeur du marathon par rapport à la densité de coureurs que tu as en dessous de certains chronos. Et je pense que c'est ça qui explique le fait qu'il conditionne les primes aussi au chrono. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui font des très bons chronos, je pense que
le marathon prend de la valeur, on va dire, en termes de sponsoring. Donc, je pense que la logique, elle vient de là aussi, quoi. Et puis, pour terminer sur le sujet marathon, un grand bravo à Yann Guterman et Mathilde de Sanne qui sont plutôt référencés comme des trailers qui ont fini premier français et première française du marathon de La Rochelle, respectivement en 2h24-35 et 2h42-52. À noter que le marathon de La Rochelle, c'est le deuxième plus gros marathon de France derrière le marathon de Paris en termes de coureurs, puisqu'il y avait 15 000 coureurs au départ. Allez, enfin, la dernière actu du jour. On a décidé de s'attarder un petit peu plus longuement sur la Saint-Élion qui fête cette année sa 70e édition et qui aura lieu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. L'événement que tout le monde adore détester, mais qui chaque année, tout format confondu, réunit près de 17 000 participants et participantes, dont environ 7 000 sur le format emblématique entre Saint-Élion qui fera cette année 82 km. D'ailleurs, notre bon Louis Travaillot sera au départ pour sa première fois sur l'épreuve, est en train d'aller chercher un chrono sous les 7 heures. Pour enrichir nos propos sur cette course, on a décidé de recevoir une auditrice qui a fait le choix, conscient et libre, oui, ça existe, de participer à la doyenne, comme on l'appelle, une personne qu'on a décidé de laisser dans l'anonymat. Mathieu, tu nous expliques pourquoi ? Alors, je vais pas tout spoiler tout de suite, vous allez comprendre au fur et à mesure de l'interview, mais lorsqu'on a un petit peu préparé cet échange, il y a un petit élément qui m'a fait penser que c'était peut-être mieux de ne pas donner le nom de notre invité publiquement. Donc, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement, donc sans entrer trop dans les détails et donner ton nom, mais tu peux peut-être nous donner ton âge et puis ton rapport au trail. Ouais, salut à tous. Et alors du coup, traileuse amatrice, j'ai 25 ans. Ça fait 2 bonnes années que je me suis mis au trail au-delà d'une pratique sportive que j'ai toujours eue dans mon enfance. Et donc là, la Saint-Élion, c'est une première pour moi sur le long format cette année, sachant que j'ai fait la Saint-Express l'année dernière et que j'avais fait il y a 2 ans du coup le format 25 km. Donc, c'est quand même un événement qui t'attire. À première vue, c'est quand même une course de nuit où on va se cailler, on va pas voir grand-chose, on va avoir froid, on va glisser. Vendu comme ça semble pas être une partie de plaisir. Toi, qu'est-ce qui te motive dans cet événement et qu'est-ce qui te motive à y retourner? Alors de base, je suis du Sud Lyonnais. En fait, je suis à l'entrée, j'ai grandi à l'entrée des Monts du Lyonnais, donc la course pour moi, c'est déjà des guirlandes de frontale depuis que je suis petite que je vois au loin depuis ma fenêtre, et aussi un peu familial parce que mes parents s'y sont frottés, des tontons aussi. Et en fait, donc comme j'ai dit, la 44 l'année dernière, je l'ai faite avec mon frère, et on s'est dit que c'était pas mal de retenter la complète cette année tous les deux. Et après, moi de base, plus personnellement, j'adore en fait les efforts longs. Euh, donc, je me suis dit que c'était une belle occasion de se mettre hors de sa zone de confort. Du coup, c'est plus comme un défi que tu as envie de réaliser que une course sur laquelle tu penses que tu vas prendre du plaisir, ou c'est les deux qui se mélangent? Ouais, les deux. Moi, enfin, pour moi, je la vois comme une fête. Et justement, comme tu l'as dit, parce qu'on adore la détester, moi, j'adore expliquer aux gens pourquoi je trouve que, en fait, elle est trop bien, cette course. Malgré, bon, le fait qu'il y ait quand même de plus en plus de monde, que le prix des dossards soit quand même de plus en plus conséquent. Moi, c'est un rendez-vous, du coup, qui devient quasiment annuel pour moi et ma famille, que je vois comme une fête et une super occasion d'entraîner les copains sur le parcours pour les encouragements, les ravitaux, etc. Voilà. Enfin, on avait un sujet de discussion qui nous questionnait un petit peu dans l'équipe, c'est l'inégalité de traitement entre les coureurs élites et les non-élites sur cette course, avec notamment pour la plus grande partie du peloton qui sera pas autorisé à avoir une assistance au ravitaillement, pas de drop bag non plus pour éventuellement se changer ou récupérer des affaires. Toi, comment tu vois ça et comment tu vas gérer du coup? Ben, je trouve que de base, c'est dommage qu'on enlève cet accès aux personnes en fait qui pourraient nous aider parce que élite ou pas, si on a un temps pluvieux, horriblement froid ou quoi, et que tu as besoin juste de te changer de paire de gants et que en fait finalement sur le parcours t'es seul avec toi-même et que tu peux pas te changer, te réchauffer pour assurer une fin de course un peu plus agréable, limite en fait sans te mettre en danger d'hypothermie ou je sais pas jusqu'à où on peut extrapoler, mais je trouve que c'est dommage d'interdire ce principe. Et comme il y en a qui aiment bien le dire aussi, le trail c'est le sport individuel le plus collectif finalement, et je trouve que ça enlève pas mal de son esprit en fait d'interdire aux amateurs d'avoir un peu d'aide sur le parcours et d'avoir aussi un peu de soutien moral, parce que l'assistance c'est pas que finalement filer une veste de rechange à ton coureur ou à ton pote que tu viens soutenir, c'est aussi
lui dire que il est trop fort, que il est en train de se dépasser, que c'est hyper cool ce qu'il est en train d'accomplir. Donc je trouve ça dommage. Et pour finir de répondre à ta question, de notre côté, moi, mes parents vont avec du coup mon frère essayer de nous choper sur un endroit du parcours, juste pour en fait voir comment on va, nous apporter si on a besoin un petit truc de rechange si jamais bah il se met à faire froid ou qu'on est pas bien. Et en fait, bah pour être totalement franche, ça va être un peu de magouille. Donc, comme je l'ai dit, on est du coin, donc on connaît aussi les petites routes et malgré la trace que la Saint-Élion donne pour le parcours des suiveurs, on va essayer en fait de court-circuiter un peu ça et on va prendre un point GPS sur le parcours et mes parents nous retrouveront plus ou moins dans des zones un peu stratégiques à côté de Sainte-Catherine ou pourquoi pas plus tard vers Soucieux sur la fin de course. Voilà. Et voilà, Je pense pas être la seule. c'est la raison pour laquelle je me suis dit que c'était peut-être mieux qu'on donne pas ton nom parce qu'en fait, toi, ça te semblait un peu anodin de faire ça et sans conséquence et que ce soit pas grave. Mais en fait, c'est quand même contraire au règlement de la course et un petit peu à l'équité puisque faire des ravitaillements hors zone, et ben, surtout, en fait, dans la tête de la course, c'est vraiment une concurrence qui est un petit peu déloyale. Mm. Toi, comment tu te places par rapport à ça? Et tu me disais que en fait, t'avais pas l'impression que ce soit de la triche ou quoi, et qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait comme ça en fait. Ouais, complètement. Je sais que je suis pas la seule à avoir réfléchi à court-circuiter un peu le règlement comme ça. Et en fait, je pense que quand on est dans une démarche plus de bah donc pas de performance parce que moi c'est pas du tout mon cas, on est là pour faire de notre mieux mais jamais en ayant pour ambition de faire péter les chronos. Je trouve qu'en fait la limite aussi de la notion d'assistance elle est un peu floue parce qu'effectivement on a en tête les ravitaux express type Formule 1 des grands athlètes et heureusement que pour eux aussi il y a des règles et des cadres pour pas qu'en fait monsieur madame tout le monde vienne perturber tout ça. Mais je pense aussi que pour la majorité des coureurs donc qui font la course pour le moment et pour le défi. On ait le droit aussi d'avoir des gens sur notre course qui viennent nous supporter moralement, qui viennent nous donner un coup de main sur nous refiler une barre si jamais on est dans la limite avec l'hippo. Et voilà, moi je trouve ça important d'avoir ces personnes-là qui puissent avoir accès à la course pour nous aider. Mais juste petite précision, donc c'est l'assistance. Donc l'assistance est réservée qu'aux élites, et donc il y a une Mm. petite centaine d'élites qui ont accès à l'assistance sur les zones de ravitaillement. Mais du coup, pour les restes du peloton, l'assistance, elle est aussi bien interdite hors zone, ce qui est le cas pour les élites aussi, mais elle est aussi interdite sur les zones de ravitaillement. Donc c'est-à-dire que en gros, toi, ta course, Mathilde, bah, tu vas devoir la faire en totale autonomie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis du coup, sur un format de 80 km, ça pose la question de son chargement. Enfin, sur un format Saint-Élion, comme j'ai dit, s'il pleut, peut-être qu'il faut prévoir une sous-couche de rechange. Et puis finalement, on se retrouve avec 8 kilos à porter toute la nuit sur le dos. Bon, c'est pas comme ça qu'on s'entraîne et c'est pas pour ça qu'on court, quoi. C'est vrai que je trouve que ça souligne une chose qui est intéressante en fait entre, je pense, le devant du peloton qui est vraiment dans la notion de compétition dans le sens Mm. par rapport aux autres, c'est-à-dire que un coureur élite, je sais pas, un des top coureurs de la course qui va avoir lieu samedi, il va viser, je sais pas, un peu moins de 6 heures, admettons pour Thomas Cardin, j'en sais rien, 5h55. S'il gagne et qu'il fait 6h03, il sera content. S'il fait deuxième en faisant 5h50, il sera moins content que s'il avait gagné la course. Je pense que pour le cœur du peloton, on est plus dans une notion entre guillemets de performance qui est non comparative aux autres, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire le mieux possible. Et Mm. finalement, je pense que ça va peut-être un tout petit peu biaiser, on va dire, quand on va comparer tous les temps, celui qui a eu une assistance potentiellement interdite et un autre. Mais on va dire qu'on n'est pas dans une concurrence déloyale par rapport à l'adversité, quoi. C'est un peu quand même moi la différence que je fais. Et de toute manière, c'est un peu ce que moi je dis souvent sur les règlements, c'est que les règlements trop stricts, leur grosse limite, c'est qu'ils sont inapplicables. Après, aujourd'hui, le fond du problème, il est très simple, c'est que pour moi, une course comme est aujourd'hui la Saint-Élion, avec autant de monde, elle se prête plus à une possibilité d'assistance, quoi. Parce qu'en fait, la limite, elle est si tout le monde veut avoir son assistance, bon, ça sera jamais le cas, mais même si 25% des gens ont une assistance, c'est sûr que vu les routes des Monts du Lyonnais, c'est compliqué. Donc après, par contre, c'est vrai que
Après, je sais pas si Alex t'as l'info, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de drop back du tout, au moins à Sainte-Catherine. Alors bon, l'édition s'annonce quand même relativement clémente, je crois, vu les météos. La météo annoncée, ça va pas être apocalyptique comme météo, et donc je pense qu'on peut faire entre guillemets sans assistance parce que voilà, c'est plutôt sur les affaires que ça pose problème, plus que sur le ravitaillement qui est quand même disponible sur les ravitaux de l'organisation. Mais par contre, c'est vrai que dans certaines éditions qui sont quand même qui partent par exemple sous la pluie ou limite pluie neige. C'est sûr que pas être assisté de la course en pleine nuit sur une course qui pour la plupart des gens dure quand même largement plus de 10 heures, c'est quand même vraiment complexe quoi. Ben là-dessus, d'ailleurs, Alexandre a mené l'enquête pour vous. Il est allé contacter un gars de chez Extra Sport, c'est la société organisatrice de la Saint-Élion. Et bon, ce gars, il intervient pas directement sur la Saint-Élion, mais quand même travaille dans la boîte, donc il a apporté quelques précisions. Et en fait, c'est une course en ligne et il y a déjà une consigne de sac entre le départ à Saint-Étienne et puis l'arrivée à Lyon. Et ça fait déjà quand même 16 camions de 20 mètres cubes, donc ça fait quand même déjà un gros système logistique et ça serait pour lui un petit peu trop compliqué de faire ça en plus pour un ravito au milieu de la course. Et donc, l'assistance des élites, c'est un vrai choix de l'organisation parce que ça reste gérable pour un petit nombre de personnes sur les petites routes des Monts du Lyonnais. Environ 100 élites puisqu'il y a des filtrages qui sont mis en place pour qu'avec un badge, ils puissent avoir accès aux assistances, aux abords des ravitaillements. Donc, l'orga est en train de se questionner pour éventuellement interdire ça complètement pour apporter plus d'équité. Mais dans tous les cas, il faut quand même l'encadrer. Et puis, bah, il est conscient qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont ravitaillés hors zone et ça reste très difficilement contrôlable puisque c'est un parcours qui est très long dans la nuit, etc. Donc, c'est quand même précisé dans le règlement que c'est interdit et que ça peut entraîner la disqualification. Donc, malgré ça, il n'y a quand même pas de commissaire sur la course pour contrôler ça. Évidemment, ça serait trop compliqué. Maintenant, on va donner la parole à Margot. Est-ce que toi, c'est une course qui te tente en tant que photographe ou coureuse? Alors moi, j'ai jamais participé à cet événement encore. C'est vrai que de ce que j'ai entendu de mes collègues et tout, bah, c'est une course qui est vraiment particulière pour nous, photographes vidéastes, parce que bah c'est hyper compliqué de travailler de nuit avec si peu de lumière. Donc de shooter toute une course sans nuit, enfin de nuit, pardon, ça peut être quand même vraiment frustrant, ou en tout cas c'est un gros challenge. Par contre, c'est vrai que c'est une course mythique et il y a des grands noms de la photo qui sont déjà venus la documenter. Donc, en ce sens-là, c'est clair que ça fait rêver, ouais. Donc, ouais, si je m'y retrouve un jour, ce serait vraiment pour aller raconter une histoire autour d'un ou d'une athlète. Mais j'avoue que la course en elle-même ne me fait pas plus rêver que ça. Et puis, je vois aussi toutes les galères avec bah, souvent la pluie et tout pour le matos. C'est quand même c'est vraiment compliqué pour nous, en tout cas de ce que mes collègues m'ont déjà raconté. C'est une course qui est très 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 compliquée à shooter. Et puis en tant que coureuse, disons que j'ai plein d'autres courses en tête. C'est pas trop celle qui me vient en premier, quoi. Merci. Enfin, on va poser une dernière question à notre invité. J'ai failli l'appeler par son prénom, mais je me suis retenu. Petit conseil pour nos auditeurs. En tout cas, toi, comment tu as prévu de gérer tes vêtements et sur la course? Tu vas t'habiller comment? Tu as un petit peu d'expérience sur cet événement, donc comment tu vas gérer cette course de nuit? Ouais, bah donc comme vous l'avez dit, la météo elle s'annonce plutôt clémente entre guillemets, donc du moins sec. Pour moi, ça va être une trois couches classique avec en deuxième couche un truc sans manches probablement pour pas non plus avoir trop chaud, vu que je crois que les températures vont être aux alentours des 3-5 degrés. Je me pose la question de courir en short ou pas parce que j'aime bien avoir les, les jambes à l'air et que au quotidien sur l'année, je préfère courir en short qu'en long. Ceci dit, ça protège quand même éventuellement de coupures si jamais on tombe. Donc, je vais voir. Mais sinon, chaussures de trail aux pieds, je suis en Genesis et un petit bandeau avec la frontale pour voir où est-ce qu'on marche, où est-ce qu'on court. Grosse prise de risque, le short, hein. Attention. Ah, Bon, après, ils annoncent pas très froid, mais j'en ai vu certains pas. Bon, dont je vais pas taire le nom, je vais le citer, c'est Kevin Vermeulen, je me rappelle. Il y a 2 ans, il était parti en short, il faisait un froid, mais monumental. Et en fait, alors, est-ce que c'est à cause du froid? On sait pas, mais il s'était retrouvé avec 2 énormes TFL au niveau des genoux. Est-ce que Théo, tu penses que c'est possible que le froid puisse faire ça? En tout cas, pour moi, c'était un très mauvais choix de partir en short cette fois-là. Bah, je pense pas que ça soit le froid qui soit responsable de la blessure. Par contre, ça peut peut-être sensibiliser un petit peu sa tolérance à la douleur, je pense peut-être, ouais.
Mais est-ce que c'est ça qui l'a blessé? Je pense pas que ce soit que le froid. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été présente avec nous. C'est chouette que tu t'aies pu nous parler un petit peu de comment tu préparais la course et puis comment tu vas la vivre. Donc, j'espère que ça pourra servir à nos auditeurs et nos auditrices comme témoignage. Et puis, on te souhaite bon courage. Ouais, merci. Bonne course. Et puis, Bonne bon course à courage toi. à tous ceux qui vont la Salut, faire. bonne course. Bonne course. Salut! Allez, on va pouvoir passer à ta rubrique, Margot, ta première dans le podcast. Comme ça, t'es directement mise dans le grand bain. Tu vas nous parler d'un sujet qui est super intéressant et duquel tu as une super expertise. C'est déjà parler de ton métier, nous présenter un petit peu comment t'en es venu à devenir photographe et vidéaste. Et puis après, nous parler un petit peu plus généralement de la faible présence des femmes dans les médias en général et puis plus spécifiquement dans ce métier de photographe et vidéaste. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton métier? Oui, ouais, bien sûr. Bah, du coup, moi, je suis photographe, parfois vidéaste. Je fais de la direction artistique aussi. Franchement, quasiment exclusivement dans le trail. Donc, il y a une première partie où je fais quand même pas mal de courses, enfin de suivi de courses. Donc là, on bosse avec les équipes, les managers, les athlètes, souvent pour des suivis live. Donc, faut shooter, retoucher le plus vite possible. On est souvent en collaboration avec les community managers qui s'occupent de tout mettre en ligne ou qui font le live pour les comptes des athlètes. Donc là, souvent, on suit quelques athlètes en particulier pour une marque ou un seul, voilà. Parfois, on bosse aussi avec les orgas de course ou les circuits comme le skyrunning, quoi. Et là, on se concentre sur le top 5, top 10, où on essaye faut vraiment, dans ces cas-là, faut en même temps suivre la course sur le live, quoi, parce que tu as un athlète qui pourrait être pas dans le top 10 au début, mais tu sais, avec sa stratégie de course, que potentiellement il le sera, donc il faut quand même le shooter. Donc il y a tout un truc sur la course où il faut rester hyper vigilant, quoi. Sinon, il y a aussi toute une partie où je shoot aussi des campagnes produits pour des marques. Donc là, c'est encore totalement différent de la partie athlète course. Donc, c'est des projets qui sont beaucoup plus longs et complexes. Il y a toute une partie qui est liée à la pré-production où tu fais de la direction artistique. En gros, tu imagines le plus précisément possible ce que tu vas faire pour que le jour du shoot, il n'y ait rien qui soit laissé au hasard. Puis tu essayes de comprendre le sens de la campagne, quelle atmosphère ça doit dégager et tout. Donc en gros, on fait des gros documents en collaboration avec les chefs de projet du côté des marques. Et ensuite, on shoot. Et il y a toute la partie post-production aussi, donc la retouche où on y passe aussi beaucoup, beaucoup de temps. Donc ça, c'est des projets qui prennent beaucoup plus de jus. Mais c'est hyper chouette parce que tu bosses avec des grosses équipes, chacun a son rôle, tout le monde est ultra compétent dans son domaine. Donc, faut savoir se faire confiance les uns et les unes. Et après, tout se déroule. Et puis, artistiquement, c'est ultra kiffant, quoi. Après, il y a plein d'autres types d'événements. Je vais sur des stages avec des athlètes, des conférences, des lancements de produits. Voilà. Donc, un peu toujours dans le domaine du trail avec les marques, les athlètes, voilà. Donc, c'est assez complet comme métier. Et surtout, moi, ce qui me plaît énormément, c'est l'équilibre entre l'intensité des shoots où tu es en montagne, tu es sur les courses, tu cours à droite à gauche, tu dors pas, et voilà. Et les périodes de post-prod où ça peut être très intense aussi, mais tu es à la maison, tu te fais ton planning. S'il fait beau, tu bosses quand il fait nuit et tu skis la journée. Et pour celles et ceux que ça intéresserait potentiellement de se lancer un petit peu dans ce truc-là, ton parcours un petit peu, est-ce que tu as eu un parcours très classique? Est-ce que tu as fait une école? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ça? Bah, moi, la photo, c'est un peu ma passion de gamine, quoi. J'ai commencé quand, je sais pas, à 12 ans, ma mère m'a filé un vieux boîtier et ça a commencé un peu comme ça. Et j'avais pas spécialement de passion pour le sport, même pas du tout. J'ai commencé qu'à mes 22 ans. Le trail, c'était hyper lointain pour moi. J'étais beaucoup plus intéressée par la musique, l'art, le cinéma, voilà. Et j'ai pas fait d'études dans la photo. J'ai fait une licence. C'est pas non plus complètement enfin, c'est pas à 3000 lieues non plus, mais j'ai fait une licence
dans les médias et histoire des arts. Donc, ça a renforcé mon intérêt pour, on va dire, l'expression des idées et de ce qui se passe dans nos têtes à travers l'art. Donc, c'était trop cool de comprendre un peu les mécanismes de pensée de plein de courants artistiques. Et j'ai fait un master en école de commerce, en marketing digital. Et j'ai fait un stage, en fait, pour valider mon diplôme, il fallait faire plusieurs mois de stage. Et j'ai fait un stage en tant que community manager au Team Sidas Matrix. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment mis dans le monde du trail, on va dire. Donc, je faisais pas mal de création de contenu pour eux. Mais c'était donc la création de contenu, photos, vidéos et tout, plus toute la partie réseaux sociaux. Et j'ai fait la dernière année de mon master à Fribourg en Suisse et je bossais en même temps aussi avec le team. Et au moment de terminer mes études, en fait, quand il fallait vraiment se poser la question de bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant, j'ai tenté de faire juste entre guillemets que de la photo parce que c'était ma partie préférée et de lâcher un peu les réseaux. Puis ça a marché. Donc voilà. Mais forcément, Trop d'avoir bien. une expérience avec le team aussi, c'est des contacts et tout. Et puis ça, c'est une grosse partie, je pense, dans tous nos métiers. Là, c'est un petit monde. Une fois que tu rentres dedans, ça le fait, quoi. Et aujourd'hui, quand on te demande c'est quoi ton métier, tu réponds quoi? Parce que du coup, tu fais plein de choses. Donc, comment tu définirais toi ton métier en une phrase ou en quelques mots? Pour moi, je suis photographe. Je me considère vraiment comme photographe. Même la vidéo, la direction artistique et tout, c'est des choses que je fais. Ça m'arrive de le faire sur des projets. Mais la photo, c'est mon premier amour. Ok. Du coup, on a voulu élargir un petit peu le sujet en parlant du manque de représentation et de présence des femmes dans les médias et nous, on le constate aussi, puisqu'on est souvent sur les événements et on voit que beaucoup de photographes et de vidéastes, c'est des mecs la majorité du temps. Euh, Est-ce que pour toi, c'est une réalité? Est-ce que tu t'y confrontes aussi au quotidien? Et comment ça se traduit en fait dans ton métier? Bah ouais, non, mais c'est clairement une réalité et c'est cool de voir que vous vous en rendez compte. J'ai une collègue sud-africaine photographe aussi qui s'appelle Jessica Ménière qui a fait une étude là il y a quelques mois pour essayer de comprendre un peu pourquoi on était si peu de femmes dans nos métiers. Et du coup, elle a fait passer un questionnaire qui a quand même pas mal tourné et elle a ressorti plein d'infos ultra intéressantes. Mais moi, un truc qui m'a vraiment interpellée, c'est que il y a énormément de nos collègues masculins qui, dans les questionnaires, en fait, ont répondu enfin, pour eux, il n'y avait même pas de disparité de genre dans nos métiers. Ils se rendaient même pas compte, en fait, que ils étaient que des hommes, alors que pourtant, enfin, il y a quand même des lignes d'arrivée sur des marathons du Mont Blanc, des EGAMA, des grosses courses où on est genre deux pour 50 photographes, quoi. Mais en fait, tu captes que c'est un non-sujet total. Et c'est ça c'est assez flippant parce qu'en fait, pour régler un problème, la première étape, c'est déjà de s'en rendre compte. Donc, oui, c'est une réalité. On est très, très peu de femmes sur ces gros événements. Pourtant, on existe, quoi. Et enfin, il y a plein de femmes ultra talentueuses qui font ce métier-là, mais on les retrouve pas forcément toujours sur les gros événements, quoi. Du coup, tu essaies un peu de chercher pourquoi il y avait aussi peu de femmes dans ce métier. Après, on peut faire aussi une généralité par rapport à plein de métiers et plein de domaines dans la société. Mais est-ce que t'arrives à donner des raisons sur le pourquoi? Oui, bah, enfin, c'est clair il y a, comme tu dis, c'est quelque chose qui est présent dans le sport, qui est présent dans les médias, mais qui est présent un peu partout dans la société. C'est un gros problème. Donc, ouais, cette faible représentation des femmes dans la photo de sport en général, hein, pas que dans le trail, c'est ultra complexe et c'est surtout influencé par plein de facteurs historiques, culturels, sociaux. Et alors moi, je suis pas du tout sociologue, donc je prétends pas connaître, avoir la réponse à tout ce problème qui est un nœud énorme. Mais déjà, je pense qu'on a un gros problème au niveau des représentations. En fait, comme partout, comme dans tous les domaines, comme en politique, dans le journalisme et tout partout,
moins on voit de femmes faire notre métier et moins on est inspiré à le faire, en fait, tout simplement. Et on a besoin de plus d'icônes féminines pour nous montrer que c'est possible et que ça existe, en fait. Que moi, je sais que je suis arrivée petit à petit, pas à pas, à ce métier-là, mais je me suis jamais dit, ça a jamais été un objectif une vocation, quoi, de faire ce métier-là, quoi. Ça n'existait pas dans ma tête. Je sais pas si c'est pareil pour mes collègues masculins ou non, mais il y a une chercheuse à l'université de Lausanne, là, Lucie Shore, qui travaille beaucoup sur les inégalités de genre dans le journalisme sportif, beaucoup en Suisse. Et là, j'ai lu une étude qu'elle a sortie, j'ai lu ça hier soir. C'est vrai que chez les hommes, il y a beaucoup ce truc de vocation. Ils parlent beaucoup de cette envie de vouloir participer, de vouloir être journaliste dans le sport et tout par vocation. Et les femmes, apparemment, elle a interrogé beaucoup de femmes qui expliquent aussi qu'elles y sont arrivées petit à petit et qu'il y avait moins ce truc de j'ai toujours voulu faire ça, quoi. Après, je sais pas, c'est pas mon métier Ouais. d'analyser tout ça. Je rebondis un Nico, peu tu voulais sur ce que réagir? tu dis. Je pense que c'est beaucoup des aspects sociétaux, de mentalité aussi qui sont hérités, et notamment le fait que, de mon point de vue, les femmes sont souvent des personnes qui vont pas aller faire des choses si elles s'estiment pas légitimes, contrairement aux hommes. Mais du coup, je pense que ça crée une perte d'opportunité un petit peu, parce qu'en fait, on dit il y a moins de femmes, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment un verrou à l'entrée des femmes, tu vois, dans la photographie. Je veux dire, ça n'a pas été très dur de t'installer. Tu vois, tu as fait un stage, alors sûrement au bon endroit. Tu vois, enfin, comme dans la vie, faut savoir saisir les opportunités. Mais je pense que c'est plus l'absence de demande, entre guillemets, qui font qu'il y a peu de femmes. Et j'ai un exemple, alors qui est dans le sport, mais qui a rien à voir avec la photo. Mais récemment, il y a eu des élections à la Fédération française d'athlétisme des représentants et notamment des entraîneurs à la Fédé. Donc aujourd'hui, il y a quand même vraiment cette volonté de parité. Et notamment là, c'était inscrit dans les règles. Et en fait, il n'y a pas eu de candidate féminine. C'est-à-dire qu'il y avait une place pour les représentants entraîneurs féminins et il y a eu 0 candidature, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, à la représentation, bah, la partie entraîneur, il y a une seule personne qui est un homme parce qu'il n'y avait pas de candidate féminine. Et je pense qu'en fait, il y a vraiment cette forme de temps, de latence qui est difficile à combattre, quoi. En fait, il faut que ça se répète, que bah, dans le cas que je viens de citer, on ait conscience qu'il y a ces élections, et la prochaine fois, il y aura sûrement quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, plus des héritages à combattre que vraiment des vrais blocages, quoi. Je pense qu'on est dans une société où aujourd'hui, quand même, il y a très peu de métiers qui sont pas accessibles, où c'est vraiment fermé de manière avec une vraie barrière, quoi. Après, qu'il y ait moins l'envie, l'incitation, parce que tu vois pas de personnes qui exercent ce métier, ça, je pense que c'est marqué nettement, quoi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate c'est en train un petit peu en train de changer. Et toi, tu le montres aussi sur le terrain, puisque tu es assez présente depuis quelques années maintenant sur les événements. Donc ça, c'est super chouette. Et pour prolonger un petit peu la discussion, pourquoi, selon toi, c'est vraiment important qu'il y ait plus de femmes dans les médias? Je voulais juste rajouter un petit point aussi sur le fait de pourquoi est-ce qu'on est si peu dans ce métier-là. Je pense que ça rejoint probablement ce que tu dis, Nico, c'est que on a quand même des préjugés, je pense, qui nous collent à la peau. Même si, comme tu dis, on a théoriquement aujourd'hui, on a les mêmes droits, entre très gros guillemets, même si, je veux dire, de manière écrite. Par contre, inconsciemment, dans les inconscients collectifs et individuels, euh, on n'est pas encore au même stade dans ce qu'on imagine d'une femme et ce qu'on imagine d'un homme. Et on a quand même pas mal de préjugés qui nous collent à la peau, comme le fait qu'on serait tout simplement physiquement moins capable que nos collègues masculins à aller crapahuter en montagne pour aller choper des points visuellement intéressants ou aller shooter de nuit en montagne. Ça m'est arrivé dans des briefs avant des courses que je pense que c'est hyper bienveillant, hein, ça part d'une certaine bienveillance, mais de vouloir me donner les points qui restent en vallée parce que il faut se lever tôt, faut monter avec un sac de 20 kilos et la frontale à 2 heures du mat et faut toujours un peu jouer des coudes et dire non mais il y a aucun souci, je suis complètement capable de le faire et ça me fait kiffer de le faire et je pense même que je suis
peut-être physiquement plus capable que certains de mes autres collègues hommes, quoi. Mais ça reste dans un inconscient collectif où la pensée par défaut, c'est que les choses compliquées sont pour les hommes et les choses plus faciles et douces sont pour les femmes, et on serait peut-être soi-disant plus capable de montrer des émotions, de shooter des portraits, que de marcher avec des sacs de 20 kilos à 2 heures du mat toute seule dans la montagne, quoi. En soi, on est complètement capable de le faire. Et désolée Alex, du coup, je reviens sur ta première question. C'est hyper important qu'on soit plus de femmes aussi pour plusieurs raisons, mais déjà pour enrichir les histoires qu'on raconte, tout simplement. Faut plus de diversité en général, hein. C'est pas que plus de femmes, c'est plus de minorités qu'on voit très peu dans le trail. Le trail, ça reste quand même en tout cas, ce qu'on représente du trail, c'est très occidental, très masculin, alors qu'il y a plein de récits à raconter, il y a plein de gens à inspirer partout et à rapporter dans notre sphère. Faut de tout, parce que pour le moment, on raconte tout le temps la même chose. Donc, pour parler de tout, faut donner la parole à des profils différents pour ouvrir des portes, et aussi arrêter de stagner artistiquement, parce que je sais pas si c'est quelque chose de quel œil vous voyez ce que le travail qu'on fait, nous, les photographes vidéastes, mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup tout le temps la même chose, et j'espère qu'on va passer un cap là avec plein de nouveaux et nouvelles photographes vidéastes qui arrivent, et qu'on va commencer à pousser un peu les choses et à pas que raconter des histoires d'athlètes qui courent trop vite et qui réussissent leur course, quoi. Et sinon, j'ai eu pas mal de retours aussi d'athlètes femmes qui me disaient tout simplement que c'est beaucoup plus agréable de parfois bosser juste entre femmes, parce que elles sont moins gênées quand on partage un Airbnb, par exemple, tout simplement, où on vit des moments ultra intimes sur des courses. C'est des moments qui sont stressants pour les athlètes, donc d'être filmé et photographié par une équipe de mecs en tant que femme, c'est intimidant. Ça peut être intimidant. Ça peut être gênant. Un autre point, alors ça, c'est pas forcément un énorme argument, mais je trouvais ça intéressant. On en discutait avec ma collègue Jessica Ménière, qui discutait avec une amie athlète aussi, qui disait qu'en fait, souvent, quand elle recevait des images de photographes hommes, elle recevait toujours des photos où elle n'était pas forcément dans une position ou une foulée qui était très flatteuse. Et je pense que en tant que femme, on se rend peut-être plus compte de le corps d'un homme n'a pas de cellulite, par exemple, parce qu'il y a une masse grasse qui est pas du tout pareille. Et du coup, peut-être que quand tu as une rafale d'un athlète homme qui court, grosso modo, c'est tout le temps plus ou moins OK, sauf quand tu as les joues qui tombent un peu, tu vois. Mais chez les femmes, même les pros, hein, spoiler alert, même les femmes professionnelles ont de la cellulite, il y a des foulées où c'est pas flatteur, quoi, pour l'athlète. Et apparemment, il y a pas mal de collègues photographes hommes qui ne se rendent pas compte de ça et qui ont tendance à envoyer des photos aux sponsors qui sont pas forcément flatteuses. Donc, je sais pas, peut-être qu'entre femmes, on comprend un peu plus les complexes qu'on peut avoir les unes et les autres. C'est un point que j'ai trouvé intéressant. Est-ce que tu constates qu'il y a, comme il semblerait l'être, une évolution par rapport à ça Moi, je suis là, entre guillemets, que depuis 3 ans. Donc, de constater un changement sur 3 ans pour des questions aussi complexes, c'est compliqué. Mais là, j'ai envie de dire non. En tout cas, je vois pas de différence entre il y a 3 ans et aujourd'hui. Je me sens toujours... je suis très souvent la seule femme dans les équipes avec lesquelles je bosse. C'est marrant parce que j'ai l'impression de voir, par contre, un changement pour la médiatisation des femmes athlètes. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus En tout cas, on en parle. Mais dans les médias, je sais que ça avait fait pas mal de bruit au JO cette année, qu'il y a eu quelques articles et quelques posts qui avaient bien tourné. Mais je pense qu'il y a encore un gros coup de pied à foutre là dans la fourmilière, et qu'il faut qu'on soit plus. Faut vraiment qu'on soit plus là. Merci en tout cas, Margot, pour ce sujet. C'était super intéressant, et dans tous les cas, c'est un sujet duquel on reparlera à coup sûr dans les prochains épisodes. Et puis, du coup, on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast, à nos petites recos, nos petits coups de cœur, nos petits coups de gueule. Et pour cela, je vais donner la parole à Théo, qui va pouvoir commencer.
Du coup, moi, j'aimerais bien vous conseiller le film Kilomètre Zéro. Donc, c'est un film qui a été réalisé par Simon Duguay et ça a été sponsorisé par la plateforme d'entraînement Nolio. Dans le film, en fait, on suit le parcours de Blandine Lirondelle depuis sa fracture de fatigue au niveau du pied qui était apparue fin 2023 jusqu'au championnat d'Europe 2024. Et du coup, on retrouve Blandine à différents moments de la saison. Et on voit clairement la relation qu'elle a avec son conjoint et son coach Lilian Guglielmo. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais c'est un super film qui met en avant de manière assez chouette la relation coach-athlète. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. Et puis, j'en profite pour vous parler un peu plus d'Uptrack, parce que le film se trouve sur Uptrack, et c'est une plateforme de vidéo qui a été co-créée par un ami qui s'appelle Édouard Gohin et un de ses amis dont je ne connais pas le prénom. Et en fait, sur cette plateforme, il propose des films, des séries et des documentaires sur le trail et les sports outdoor. Il y a également des contenus pédagogiques avec des masterclass. Donc, en gros, ça a été connu parce que les premières, elles étaient avec François Daen et Courtenay. Alors, je vous conseille de lâcher Netflix et plutôt de prendre un abonnement à cette plateforme française qui, en plus, a l'avantage de rémunérer les athlètes. Et petit tips pour ceux qui sont en retard, comme les cadeaux de Noël, je m'inclus dedans. Ils font des petites cartes cadeaux à partir de 8,90, je crois. Et ça propose plein de contenus de qualité pour les amoureux du sport outdoor. Ça concerne le trail, le ski, l'escalade. Voilà, en tout cas, moi, je vous conseille vivement d'aller faire un petit tour sur UpTrack. Merci beaucoup Théo. Nico, une petite reco, un petit coup de cœur? Moi, j'aimerais un peu revenir sur notre précédent épisode qu'on a fait sur les cotations, parce que à l'issue de cet épisode, il y a Geoffrey de Bitrail qui m'a contacté pour m'apporter des compléments d'information. Et du coup, on s'est fait une petite vidéo qui a duré un bon moment. On a discuté de plein de sujets, des biais qu'on avait évoqués. Et bon, il a bien pu m'expliquer leurs choix. Et voilà, ce que nous, des fois, on perçoit comme étant négatif de l'extérieur, bah voilà, ils ont su justifier et tout. Et c'était un moment très intéressant. Et puis après, il m'a un petit peu expliqué les fonctionnalités de leur compte premium notamment. Et je vous invite pour ceux qui sont un peu fans de stats, à vous prendre un compte premium. Alors, j'ai plus les chiffres en tête exacts, mais c'est pas très cher à l'année. Et c'est vrai que ça soutient un travail qui est quand même quasiment que bénévole au sein de Bitrail, hein, puisqu'il y a que les développeurs qui sont rémunérés. Donc, bah, merci à toi, Geoffrey, et à toute l'équipe de Bitrail pour cet échange et tout votre travail au quotidien. Mathieu, tu voulais nous parler d'un petit podcast, je crois. Alors ça, j'ai une question à Nico. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, c'est quoi les avantages de prendre un compte premium? Alors, t'as accès à tous les classements et toutes les traces GPX de quasiment toutes les courses, parce qu'il faut quand même vraiment voir que Bitrail, c'est, je pense, la base de données la plus complète qu'il y a sur les coureurs au niveau français notamment, parce qu'il référence vraiment quasiment toutes les courses. Et puis il y a des petits simulateurs qui permettent de prédire ton résultat en fonction de ta cotation. Alors bon, après il y a comme on l'a dit, il y a des biais, donc il faut un petit peu regarder les classements de l'année d'avant, mais c'est quand même vraiment bien fait. Tu rentres ta cote qui peut, alors par défaut elle est estimée en fonction de ton niveau, mais bon, tu peux l'ajuster selon le format. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, c'est vraiment aussi avoir cette démarche un petit peu collaborative, parce qu'il y a une grosse base de données qui est accessible gratuitement. Donc, il faut aussi un petit peu soutenir tout ce travail-là, quoi. Du coup, comme tu disais, Alex, aujourd'hui, je vous recommande un podcast. Donc, c'est un des plus gros podcasts américains, c'est Free Trail de Dylan Bowman, qui interviewe un des athlètes les plus connus du monde, Kilian Jornet. Donc, rien de très niche ou pour qui sort de l'ordinaire, vous allez me dire. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce podcast, c'est qu'il partage des réflexions un petit peu plus larges que l'entraînement à la performance, et il ouvre un petit peu des perspectives. C'est pour ça qu'il est très intéressant. Ils abordent des aspects plus personnel et humain, comme la parentalité, l'importance d'élever ses enfants dans un environnement tourné vers la nature. Et du coup, on découvre un petit peu un autre aspect de Kylian Jornet qui est aussi particulier sur ces aspects-là. Et au-delà du sportif, il y a vraiment des thèmes variés comme la gestion du stress, l'équilibre vie personnelle, vie d'athlète, et même les inspirations un petit peu artistiques dans les projets de Kylian. Donc c'est très riche, c'est très humain et c'est très inspirant. J'ai bien aimé. Margot, une petite reco?
Ouais, bah moi je veux bien parler du travail d'une collègue, Charlotte Lindé, qui fait un travail magnifique. Visuellement, c'est juste beau, magnifique. Et puis là, pour Noël, elle lance pas mal de ses photos qu'elle propose en print. Donc, moi, je trouve que enfin, ces photos sont vraiment chouettes, exposées dans un appartement ou quoi, ça fait forcément son effet. Donc voilà, si ça vous dit d'aller y faire un tour, je pense que ça peut plaire à beaucoup. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver son travail? Bah, son travail, elle poste beaucoup sur Instagram, Charlotte Lindé, Lindet. Et puis dans sa bio, il y a tous les liens pour les prints, son mail et tout le reste. Et puis moi, j'aimerais, pour terminer, vous parler du premier post Instagram qu'on a tant attendu de Vincent Giguère, le vainqueur de l'UTMB. Il aura un sacré bout de temps à le sortir, ce post, mais la promesse de ce dernier est assez intéressante, puisqu'il annonçait qu'il ne parlerait pas uniquement de lui, comme 99% des gens qui sont sur cette plateforme, mais qu'il essaierait d'élargir un petit peu à des sujets plus impactants en lien avec le trail notamment. Et je trouve ça top, puisque clairement, on voit énormément de contenu qui se ressemble sur Instagram où l'unique but est de se mettre en avant. Et je pense que ça peut être une vraie force de vouloir faire différent ou en tout cas d'essayer d'avoir un vrai impact positif à sa communication sur différents sujets. Et comme il l'a précisé dans son post, sur des sujets qui dépassent son histoire personnelle, comme notamment le développement du trail à l'ère du dérèglement climatique ou encore le rôle des athlètes dans le futur de ce sport. Donc, je vais suivre ça avec attention. On a fait le tour, les amis. C'est tout bon. Parfait. Eh ben, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On est une nouvelle fois très content de vous avoir proposé cet épisode. On a beaucoup de plaisir à l'enregistrer et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. À bientôt. Et je vous promets qu'Alex aura un nouveau micro. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Salut. Et pourquoi? Ah, gros, Une Wi-Fi à Noël. ça fait que bugger, mec. Mais c'est quoi qui bug? C'est Mako? C'est Bah, Marco, ouais. ouais. Ah, mais en tout cas, on entend pas mal.